Attention. Et qu'est-ce que l'auteur dit ici? Que la philosophie n'a aucune valeur. Attention. Reprenez la première phrase. D'accord? La valeur de la philosophie doit en réalité surtout résider. Enlever résider. Et puis vous mettez se situer. Vous remplacez résider par se situer. Soit vous mettez se situer ou bien vous mettez se trouver. C'est bon? Réalisez ça, on va voir ce que ça donne. À haute voix. La valeur de la philosophie doit en réalité surtout se trouver dans son caractère incertain même. Est-ce que l'auteur dit que la philosophie n'a pas de valeur? La valeur de la philosophie doit se trouver dans son caractère incertain même. Ici, je ne vous dis pas qu'il n'y a pas d'argent dans la maison là. Je vous dis que l'argent qu'il y a dans la maison là, ça se trouve dans l'armoire. Est-ce que j'ai dit que dans cette maison là, il y a zéro argent? J'ai dit qu'il y a l'argent et j'ai même précisé, j'ai même localisé l'argent. Ça se trouve. Voilà. Ça peut aller? En fait, c'est ça. C'est paradoxal, mais les gens aiment la philosophie parce qu'ils se disent non, la philosophie va nous donner des réponses. La philosophie va nous donner la tranquillité de l'esprit. Et bizarrement, la philosophie a un caractère incertain. Ça veut dire que la philosophie ne nous libère pas forcément du doute. Non. Ça ne nous libère pas des questions. Au contraire, c'est une série de questions. Et dans son introduction à la philosophie, qu'est-ce que Karl Jaspers disait? Philosopher, c'est être en route. En philosophie, qu'est-ce qui est plus important? Les questions sont plus importantes que les réponses. Si bien que chaque réponse devient... On est dans ce scénario ici. On est un peu dans ce scénario. C'est comme le perpétuel recommencement. On te pose une question, tu réponds, et on prend ta réponse et on formule encore une autre question. C'est un perpétuel recommencement. Donc la valeur de la philosophie doit en réalité surtout résider dans son caractère incertain. Donc c'est son caractère incertain même qui fait sa valeur. Ici la philosophie a une grande valeur. Et cette valeur-là lui est conférée par son caractère incertain. Quand on vous dit qu'il n'y a pas de philosophie que l'on puisse apprendre, on ne peut qu'apprendre à philosopher. Ça veut dire que la philosophie n'est pas un savoir constitué qu'on peut enseigner aux gens sous forme de discipline, comme les mathématiques, comme les sciences physiques. Mais c'est une quête perpétuelle. Il y a l'instabilité, il y a l'incertitude. C'est ça en fait la thèse de l'auteur. Mais n'allez pas penser que bon, comme ici on a étudié un texte avec monsieur et puis la thèse se trouvait dès la première phrase, c'est que bon, pour trouver la thèse d'un auteur seulement là, monsieur nous fait souffrir. On n'a même pas besoin de poser une question, c'est la première phrase du texte là qui est la thèse de l'auteur. Évitez ça. Et je vous donne un indice. Quand dans un texte, l'auteur utilise le pronom indéfini on, faites attention. Quand il utilise on, s'il commence par exemple par on c'est qui? Qui prouve que c'est l'auteur lui-même? Quand on dit on recommande au roi de s'inspirer de l'expérience et de l'histoire. Qui a fait cette recommandation? Ce n'est pas forcément l'auteur du texte. L'auteur veut dire on recommande au roi de s'inspirer de l'expérience et de l'histoire.
Mais en ce qui me concerne, j'estime que l'histoire n'a pas d'importance pour comprendre le présent. Est-ce que l'auteur fait partie de ceux qui recommandent au roi de s'inspirer de l'expérience et de l'histoire? Il ne fait pas partie de ces gens. C'est comme si quelqu'un vient vous dire, ouais, on dit toujours que l'argent fait le bonheur. Mais moi j'estime que l'argent ne fait pas le bonheur. Quand je dis que j'estime que l'argent ne fait pas le bonheur, là, c'est ça la thèse. Quand je disais on tralala, j'ai présenté un point de vue qui n'est pas le mien, que je ne partage pas. Un point de vue qui est d'ailleurs opposé au mien. Donc vous faites la part des choses. Souvent vous faites attention pour ne pas tomber facilement dans le thème piège. Donc ici la thèse dit quoi? L'auteur fait comprendre que la philosophie a une grande valeur et cela même est dû à son caractère incertain. C'est comme si on vous dit, tu fais quoi avec telle personne? Oui, il est vilain. Tu dis, ouais. C'est ça même qui est sa beauté. C'est ça même que j'aime chez lui. Oui, c'est un pauvre type, mais c'est ça même. En fait, c'est un peu ça. C'est ça même qui fait sa beauté. C'est ça même qui fait sa grandeur. C'est un peu ça. Il y a un paradoxe. Une grandeur paradoxale. Bien. Suivez la progression de l'auteur. Regardez, on dit, celui qui n'a aucune teinture de philosophie, on peut remplacer ça par quoi? Celui qui n'a aucune teinture de philosophie, c'est qui? Celui qui n'est pas philosophe. Et quel est le terme, ou bien les termes techniques qu'on aime utiliser pour les désigner, ces gens-là? Non. Oui. C'est un peu, ça sonne un peu comme une injure là, oui. Pas les sophistes. Celui qui n'a aucune teinture de philosophie, celui qui n'est pas philosophe, en général, c'est qui? On les appelle comment? Bon, le citoyen lambda, ça c'est ce que nous on dit dans les kiosques, oui. Le profane, le sens commun, ou bien le commun des mortels. C'est simplement ça. Est-ce que vous voyez? Donc celui qui n'a aucune teinture de philosophie, la teinture, la marque, celui qui n'est pas philosophe, qui n'a rien d'un philosophe, il est tout sauf philosophe, il n'a aucune teinture de philosophie. Vous voyez, non? Maintenant, si vous voulez partir sur une base mathématique, vous remplacez aucune teinture de philosophie là, vous remplacez teinture là par pourcentage. Ça va vous donner quoi? Celui qui n'a aucun pourcentage. Ok, en langage mathématique, ça va donner quoi? Aucun pourcentage de philosophie, ça va donner quoi? Ça va donner combien de pourcents de philosophie? 2%. En fait, souvent vous cherchez loin. Décortiquez la chose un peu et appropriez-vous la chose dans votre propre jargon. C'est celui qui est à 0% philosophe. Donc s'il est à 0% philosophe, ça veut dire qu'il est à 100% non philosophe. Donc il est à 100% profane. En fait, c'est ça. Celui qui est à 0% dans la lumière est à 100% dans l'obscurité ou dans les ténèbres. Vous faites ce jeu de mots là. C'est en fait, on doit s'amuser. C'est un jeu. C'est un jeu intellectuel tout simplement. Donc celui qui n'a aucune teinture de philosophie traverse l'existence. Regardez un peu. À chaque fois que je prononce quelque chose, essayez d'imaginer. Traverse l'existence. Prisonnier de préjugés dérivés du sens commun, des croyances habituelles à son temps, ainsi de suite, ainsi de suite. Pour un tel individu, le monde tend à devenir défini, fini, évident. Les objets ordinaires ne font pas naître de questions. C'est-à-dire, c'est un monsieur même qui ne s'interroge jamais. Pour lui, tout est évident. Oh oui, ça c'est une table, et puis bon, c'est aussi une table, c'est évident que c'est une table. Et les possibilités peu familières sont rejetées avec mépris.
C'est comme si tu vois un élève à qui son professeur a dit, bon, si tu veux par exemple résoudre tel système d'inéquation, utilise telle méthode. Et depuis le second cycle là, depuis sa seconde là, on lui a montré que cette méthode. Et il voit une autre méthode à laquelle il n'est pas familier. Il rejette ça, il dit non, non, c'est pas possible, non, c'est pas possible. Vous voyez, c'est un peu ça. Parce que pour lui, il n'y a que la méthode qu'on lui a montrée en seconde là qui est valable. Vous voyez, son monde là est défini. Son monde là est fini. Son monde est limité. C'est comme on le dit, c'est quelqu'un qui ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Si moi je connais quelque chose, c'est que c'est comme ça. Mais ce que moi je ne connais pas là, c'est que ça n'existe pas. C'est comme quelqu'un qui se dit, bon, moi je n'ai jamais vu un fantôme. Donc, les fantômes, ça n'existe pas. Je n'ai jamais vu un immeuble de plus de 12 étages. Donc, au-delà de 12 étages, on ne peut plus avoir un immeuble. Parce que non, lui, il a grandi peut-être à Ouaga. Et à Ouaga, le plus grand immeuble que lui connaît là, c'est peut-être 12 étages. Donc, lui, il se dit que non, un immeuble, ça se limite à 12 étages. Donc, oui, c'est fini, quoi. C'est évident qu'un immeuble, c'est 12 étages. Oui. Vous voyez un peu, c'est ça sa logique. Mais le monsieur, il est limité. Il est comme le prisonnier qui se trouve dans la caverne de Platon. Le monsieur, il est assis, il voit les photocopies, et c'est des photocopies renversées même. Il dit, ouais, c'est ça la réalité. Dès qu'il sort, quand il voit les vraies choses, il dit, non, non, ça là, c'est faux. C'est ce qui est dans ma caverne là qui est vrai. C'est compliqué. Et regardez, dès que nous commençons à penser conformément à la philosophie, penser conformément à la philosophie, ça veut dire quoi? Penser comme un philosophe, ça veut dire quoi? Donc, on revient et on transforme dès que nous commençons à faire quoi? La philosophie. Penser conformément à la philosophie, là, c'est trop long. Il faut raccourcir. Dès que nous commençons à philosopher, et philosopher, ça veut dire quoi? Se poser des questions. Accepter que le monde n'est pas forcément celui auquel nous pensons. Accepter qu'il y a d'autres possibilités que nous ne voyons pas. Oui. Dès que nous commençons à nous émerveiller, à nous étonner, à nous poser des questions, est-ce que dans la suite du texte là, est-ce que quand nous on commence à philosopher là, on est toujours comme celui qui n'a aucune teinture de philosophie? Il y a un changement de situation. Quand on parlait du monsieur qui n'a aucune teinture de philosophie là, ça c'est un premier scénario. On est d'accord? Maintenant nous sommes en train de parler d'un monsieur qui a commencé à penser conformément à la philosophie. C'est toujours le premier scénario, c'est toujours la même personne. C'est une seconde personne maintenant. C'est un deuxième scénario, non? Premier scénario, première articulation. Deuxième scénario, la combien d'articulations? Dans un premier temps, on vous a présenté le citoyen lambda comme il a dit. C'est un prisonnier, son monde est fini, son monde est défini, son monde est évident. Et les possibilités peu familières sont rejetées comme avec mépris. C'est-à-dire qu'il n'accorde aucune attention aux nouvelles choses. Il ne peut même pas s'étonner. Alors que, comme le disait Aristote, la philosophie, la science commence dans quoi? Dans l'émerveillement. Mais ici, on nous présente dans un second temps un monsieur qui a commencé à penser conformément à la philosophie. Un monsieur qui a parcouru, suivez le texte, la région. Et quelle est cette région? La région du doute. Du doute libérateur. Ça veut dire que le doute libère l'homme. Le doute, c'est quoi? C'est l'incertitude. Le citoyen lambda pense que c'est quand on ne doute pas qu'on est libre. Mais au contraire, c'est quand on doute qu'on est libre. Parce que quand vous ne doutez pas, ça veut dire que vous êtes prisonnier de préjugés. Ça veut dire qu'on a déjà construit un monde, dans lequel vous êtes et vous pensez que vous maîtrisez tout, que tout est évident. Vous êtes en fait un prisonnier de préjugés. Quand vous dites que 1 plus 1 égale à 2, là, vous êtes prisonnier du résultat figé depuis des siècles.
Apprenez à vous poser la question, mais pourquoi 1 plus 1 égale à 2? Pourquoi 1 plus 1 ne peut pas donner un autre résultat? En ce moment, vous commencez à penser conformément à la philosophie. Qui vous a dit que 1 plus 1 égale à 2? C'est votre maître du primaire qui a commencé avec ça. Et alors, vous voyez, quand vous étiez au CE1, on vous a dit que le soleil se lève à l'est, non? Bon, est-ce que de nos jours, là, vous-même, vous êtes toujours convaincu que le soleil se lève, genre il se lève et puis il s'étire comme ça? Est-ce que le soleil se lève en tout le monde? Vous avez vu que plus vos connaissances en géographie étaient beaucoup plus peaufinées et raffinées, vous avez compris que et le soleil ne rentre pas se coucher pour se lever le lendemain matin. C'est comme quand on disait que la Terre est au centre du système, le géocentrisme. Avec le temps, on a compris que ce n'est pas la Terre qui est au centre, mais c'est le soleil qui est au centre. Donc souvent, notre niveau de compréhension du monde dépend de notre niveau d'information. Si vous dites -1 à un élève du primaire, -1 ça veut dire quoi pour un élève du primaire? Ça n'existe pas dans son vocabulaire, dans son imaginaire collectif et cognitif. Un élève du primaire, -1 ça veut dire. Si vous dites X, vous dites mais X, le seul X que lui connaît, c'est ce qui se trouve dans l'alphabet. Il ne faut pas l'amener de l'alphabet jusque dans les mathématiques. Vous le laissez dans l'alphabet. Même dans les opérations dans R, quand vous êtes au premier cycle, il y a des choses qui sont impossibles dans R. Mais quand vous basculez dans les complexes, les mêmes opérations qui étaient impossibles dans R, ça se fait. Alors, donc il faut comprendre que ce qui est fini comme opération mathématique au premier cycle, c'est pas évident que ce soit fini au second cycle. Mais pour un élève du premier cycle, là, c'est fini, non? C'est évident que c'est impossible dans R. Mais quand vous êtes dans le second, et peut-être que vous allez à l'université, vous allez voir que mon ami, on va continuer ça autrement. C'est ça en fait la dynamique. Donc vous voyez la tyrannie de l'habitude. Ça veut dire que le champ de notre pensée est élargi quand nous pensons conformément à la philosophie. C'est ça, non? Mais ça veut dire en même temps que le champ de pensée de celui qui n'est pas philosophe là, c'est pas élargi, mais c'est étroit. Est-ce que vous voyez un peu la dynamique? Ça veut dire que celui qui n'est pas philosophe là, sa connexion là, c'est 1 mégabit la seconde. Mais celui qui est philosophe là, c'est 1 giga maintenant. Là, c'est large. Le champ de votre pensée là est large. Ça veut dire que c'est comme si on disait que votre champ magnétique là est plus opérationnel que le champ magnétique de l'autre. Ce que ça veut dire. Celui qui n'est pas philosophe, c'est comme une maison de 16 tôles. Bon, du genre à déboucher. Mais celui qui est philosophe, alors là, c'est tout un village quoi, en termes de capacité d'accueil. C'est plus large. Donc ici nous avons quoi? Nous avons 2 articulations. Et la première articulation commence à partir de la valeur de la philosophie et ça s'arrête à rejeter avec mépris. Et vous allez voir que la deuxième articulation commence à dès que nous jusqu'à sous un aspect nouveau, donc un aspect nouveau. C'est ça la délimitation. Comme vous aimez délimiter. L'essentiel, ce n'est pas la délimitation. Mais quel est le titre que vous donnez à chaque partie délimitée? Trouvez un titre pour chaque partie délimitée.